Mesdames, Messieurs, chers amis, puisque vous êtes fidèles à cette petite tradition de la conférence de l'été, je vous propose de parler d'un sujet dont tout le monde a parlé depuis 3 mois, 4 même, le virus. Alors, je ne vais pas me lancer dans des considérations d'actualité pour savoir si la politique de santé a été bonne, s'il y a eu des erreurs, etc. Je laisse ceci aux gens qui y connaissent quelque chose, et bien entendu à tous ceux qui n'y connaissent rien et qui en parlent d'autant plus. Je voudrais rappeler... Ce qui est intéressant dans la Covid-19, c'est que personne ne comprend non seulement comment nous avons réagi, pourquoi des pays si différents réagissent de manière si différente, mais, outre que les médecins ne savent pas de quelle maladie il s'agit, très précisément, nous nous demandons la nature de cette crise sanitaire, si elle est sanitaire. Alors, pour essayer de la décrire, et je me borderai à cela, je voudrais partir d'un point de départ que j'ai développé, je crois, assez souvent ici, qui était la distinction de tous les phénomènes en objets et en événements. Je vous rappelle cette distinction. L'objet est un brave interlocuteur, car l'objet a toujours une définition. C'est l'essence, c'est la définition du produit, c'est sa composition, c'est ce qu'on veut. Il a toujours des conditions de production, si c'est un objet industriel, ou des conditions favorables pour qu'il apparaisse, c'est un objet naturel, quasi naturel. Et avec l'objet, comme on connaît comment il peut apparaître, on sait comment le produire, on sait aussi en gros comment l'interdire. En d'autres termes, on sait à quoi on a affaire. Par opposition, j'avais souvent indiqué qu'il y a d'autres faits qui n'obéissent pas à ces règles que je propose d'appeler des événements. Alors le propre de l'événement, c'est qu'il arrive de manière imprévisible, même si nous n'en connaissons pas la cause, et même si nous n'avons pas pu le prévoir. D'autre part, il s'impose à nous, dans une effectivité indiscutable, que ce soit une catastrophe ou une bonne nouvelle, ça ne change rien au fait que c'est indiscutablement un fait, mais nous pouvons très bien ne pas savoir en quoi il consiste. Il a une existence, comme disent les philosophes, mais sans essence, sans définition. Et il y a des effets totalement imprévisibles aussi, et qui pourtant nous déterminent dans la conduite quotidienne face à ces conséquences. Bon, la crise de la Covid-19 répond exactement à la définition de l'événement. Donc ça fait des années que je vous parle de l'événement. Cette fois-ci, nous en avons un pour voir si l'analyse que je faisais se confirme. Alors je pense qu'elle se confirme parfaitement. Alors pour décrire la Covid-19, je dis la Covid-19 parce que l'Académie française a établi une règle, il faut dire ça au féminin pour une raison extrêmement simple. Covid est un acronyme de je ne sais quoi, mais qui se termine, c'est pour virus, enfin pour un virus, vie c'est virus, et di c'est disease. Et l'acronyme, quand il est en langue étrangère, s'accorde toujours avec le genre du dernier mot. Disease est féminin, on dit la Covid. Bon. C'est une règle de français. Alors, ceci étant dit, comment aborder la description de la Covid-19 ? Je vais, une fois de plus, m'appuyer sur une base solide, à savoir la distinction des 3 ordres que fait Pascal en Lafuma 309, je crois, et Sellier 359. Je vous rappelle cette distinction. Les événements les choses, les phénomènes peuvent se remarquer, s'analyser, d'abord selon l'ordre de ce qu'il appelle la chair, c'est-à-dire les objets, l'argent, le monde physique, le pouvoir, etc. Puis il y a l'ordre des esprits, la science, la pensée, en tant qu'elle est immatérielle,
et toutes les formes de savoir. Et il y a un troisième ordre qu'il appelle l'ordre du cœur, dans lequel se joue non seulement le cœur au sens des passions, mais aussi la volonté et finalement la charité, ou le refus de la charité. Alors je pense que cette distinction est très utile pour arriver à décrire dans ses effets, dans ses triples effets, la Covid. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc il y aura trois parties, comme dans les bonnes dissertations. La Covid dans l'ordre des corps, la Covid dans l'ordre des esprits et la Covid dans l'ordre du cœur. Alors, dans l'ordre des corps, ce qui est très étrange dans cette épidémie, c'est que, d'une certaine manière, c'est une épidémie inoffensive. Tout est relatif, bien entendu. Mais parler d'épidémie, de pandémie, c'est un peu trompeur. Je rappelle des chiffres qu'on trouve partout. Faisons d'abord une comparaison avec des vraies épidémies. Par exemple, la peste noire au XIVe siècle, 1347-53, donc en 6 ans, 25 millions de morts, c'est-à-dire 30% de la population européenne. Ça, c'est une épidémie, une pandémie. Plus près de nous, la peste de Marseille, en 1720, a tué la moitié de la population de Marseille. Je pense pareil pour la Provence, c'est-à-dire quand même 50 000 personnes. Le choléra à Marseille encore, en 1830, a tué dans la même proportion. Et si on, plus près de nous, la grippe espagnole, qui a duré aux alentours des années 20, qui venait d'ailleurs sans doute importée par les soldats américains, bien involontairement bien sûr, elle a fait entre 28 et 45 millions de morts. Donc ça, ce sont des pandémies. Alors dans notre cas, la Covid-19, j'ai fait des sondages. En France, il y a, en temps normal, 50 000 décès par mois. C'est le tarif des 20 dernières années. Il faudrait 600 000 euros, donc avec quelques écarts. Mais la Covid, a fait en 3 mois 29 000 morts, et c'est-à-dire qu'elle en a fait 10 000 par mois. Donc, rapporté à des chiffres comparables, ça n'est pas une menace extraordinaire. Et c'est pourquoi, quand il y a eu en 1957 une grippe asiatique, comme on disait, qui a fait beaucoup plus de morts, personne ne s'en est ému. Parce que, par rapport aux chiffres de la mortalité, ça les augmentait, mais ça ne les doublait pas. Cette fois-ci, pour des raisons qui sont liées au développement des médias, beaucoup de choses, je reviendrai sans doute, nous sommes craintifs au point d'être affolés. Ça, c'est un fait. Une des choses à expliquer, c'est pourquoi nous avons si peur et pourquoi nous sommes si affolés. Alors que, objectivement, évidemment, les statistiques sont cruelles, elles ne font pas la part des pertes humaines, des deuils, des drames et des émotions. Je sais bien, mais d'un point de vue de statistique, il n'y avait pas de raison d'en faire un tel bouleversement. Mais laissons de côté ces chiffres. La maladie est relativement bénigne. Et pourtant, elle nous a affolés. Alors, nous ne sommes pas irrationnels, nous ne sommes pas stupides, et même quand nous sommes irrationnels, nous avons de bonnes raisons de l'être. Et c'est ces raisons que je voudrais maintenant désigner. Et ce sont des raisons assez simples à trouver. Je pense que vous les connaissez tous. La première, c'est que c'est une maladie, enfin c'est une épidémie qui est très étrange. D'une part, elle se diffuse très facilement et très vite. Elle se diffuse même sans contact. C'est même pas la respiration, ce sont des gouttelettes dans l'air. Donc, elle est impalpable et elle peut se diffuser sans qu'on le sache. Donc, en un sens, on peut toujours être pris au dépourvu. Alors, d'autant plus que, deuxième caractéristique,
Elle n'a pas de symptômes immédiats. Et plus grave, on peut être infecté en restant asymptomatique. Donc on ne sait pas si on est malade, donc on n'a pas de raison de se prendre des précautions, puisqu'on ne sait pas qu'on est malade. Et ce qui est très étrange, c'est que les règles habituelles selon lesquelles quelqu'un qui a le virus est au moins, lui, protégé, puisqu'il l'a déjà. Bon. Là, cette règle, on ne sait pas si quand on a le virus, combien de temps on est, si je puis dire, on est dispensé de pouvoir l'attraper. D'autre part, on peut avoir le virus, quelques symptômes, et guérir sans s'en apercevoir. D'ailleurs, c'est une chose étrange, que c'est une maladie qu'on attrape très vite, mais qui peut se guérir toute seule. Et le nombre de guérisons est de 95% sans drame particulier. Ça secoue, c'est une grosse griffe, c'est long, ça peut être pénible, ça peut avoir des effets différents. Alors, et il y a aussi ce fait que, d'une certaine manière, cette maladie, dans 70% des cas, quand elle a tué, c'est-à-dire 5% des gens contaminés, et elle a tué des gens de 75 ans qui souvent avaient d'autres maladies en cours. Donc, c'est une maladie insaisissable. Et alors, le fait qu'elle soit insaisissable, c'est la différence entre la peur et l'angoisse. La peur, vous voyez votre adversaire, votre ennemi, vous pouvez faire quelque chose. L'angoisse, vous n'avez pas d'objet. Donc tout peut nourrir votre angoisse, ce qui s'est passé. Alors, il y a en plus, troisième caractéristique, donc c'est une maladie sans cause et sans identité, et donc irrepérable et en ce sens imprévisible. C'est le premier point. Deuxième point, c'est une maladie sans vaccin. Il n'y a pas de vaccin pour la guérir encore, et on dit que s'il y a des vaccins, on ne sait pas combien de temps ils pourraient être efficaces, on ne sait pas du tout leur effet, on peut craindre aussi qu'ils augmentent la maladie dans certains cas, et d'autre part, de toute façon, ce vaccin sera peut-être daté pour la prochaine offensive, parce que le virus lui-même évolue. Donc il n'y a pas de vaccin, donc il n'y a pas de comportement médical absolument positif. Ce n'est pas un objet sur lequel nous aurions prise. D'où d'ailleurs l'idée de reprendre d'anciens médicaments pour les adapter à cette nouvelle maladie, parce qu'en fait, on n'a pas d'armes. Alors, on n'a pas de mitrailleuse lourde, on essaie de faire ça à la baïonnette, mais enfin, c'est absolument improvisé. Et l'improvisation est ici, évidemment, une bonne attitude. D'autre part, longtemps, nous n'avons pas eu de tests, mais le problème des tests actuellement, c'est qu'ils ne savent pas si nous sommes immunisé en ayant reçu la chose, et si on n'est pas immunisé, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Donc on vous annonce que vous êtes infecté, et puis on vous dit, bah écoutez, isolez-vous, et puis débrouillez-vous en substance. Sauf si vous avez une aggravation qui justifie l'hospitalisation. Donc il n'y a pas, même avec des tests, une immunisation possible. Et donc la différence entre le malade potentiel, et le malade qui s'ignore est complète. La conséquence est que c'est une maladie non médicalisée. C'est un cas de maladie non médicalisée. Pas les maladies orphelines. On sait que c'est une maladie, qu'il faudrait des traitements, on peut les chercher, etc. C'est une maladie non médicalisable, en un sens. Et c'est pourquoi il y a des disputes entre les médecins et les spécialistes, parce que personne ne sait de quoi il s'agit. Donc ces disputes sont tout à fait normales. On a tort d'en faire des polémiques avec des arrière-fonds idéologiques, c'est tout à fait normal. Alors, une remarque, ceci a une conséquence dans l'opinion publique qui est la découverte par les non-spécialistes de ce que les philosophes des sciences savent depuis longtemps. À savoir que quand il y a une crise scientifique, c'est-à-dire deux ou plusieurs théories qui s'opposent, il est normal qu'il y ait un désaccord et un désaccord violent, pour une raison extrêmement simple.
c'est que toute institution d'enseignement et de recherche est basée sur des réussites antérieures. Des réussites dans la théorie, dans la pratique, dans la médecine, dans tout ce qu'on veut. Bon. Et ces réussites ont permis de fonder des institutions. Ces réussites sont des réussites selon une certaine théorie. Si une nouvelle théorie ou un nouvel avis soutenu par certains scientifiques contredit ce qu'on disait toujours dans l'institution, c'est non seulement un enjeu purement scientifique, mais c'est un enjeu institutionnel. C'est-à-dire, si le sang circule à partir du cœur, ben, tous les gens qui ont soutenu que le sang ne circulait pas sont disqualifiés. Donc quand Harvey, puis après Descartes, dit « le sang circule à partir du cœur », c'est toutes les facultés de médecine qui sont en cause. Et à ce moment-là, elles défendent non seulement leur théorie, mais leur position. D'où cette règle, la même chose pour la Terre au centre de l'univers ou à la périphérie. La même chose lorsque Pasteur, si je puis dire, invente la variole, comme disaient les enfants, c'est-à-dire découvre les microbes. À ce moment-là, les gens qui étaient dans l'autre doctrine s'y opposent. Et ça dure des années. C'est ce qu'on appelle la sociologie des sciences. La sociologie des sciences, ça a été développé par de très grands chercheurs, et montre que toute nouveauté scientifique, c'est-à-dire tout conflit entre ce qui pourrait devenir la nouvelle vérité et ce qui était la vérité consacrée, entraîne non pas du tout l'immédiate adhésion de tout le monde à une vérité scientifique patente, mais une bataille qui peut durer des dizaines d'années et qui est toujours sanglante. Donc les batailles auxquelles nous avons assisté, c'est une chose normale. Simplement le grand public est aussi naïf que les hommes politiques et que même le plus haut placé d'entre eux, c'est-à-dire ils pensent qu'un conseil scientifique va arriver à une conclusion scientifique, c'est-à-dire unanime, objective, indiscutable et démontrée. C'est le dernier endroit où on peut trouver un consensus, un comité scientifique, parce que chacun défend sa théorie, celle dans laquelle il a fait sa carrière et son institution, ce qui, en un sens, est tout à fait normal. Bon. Donc, c'est une maladie non médicalisée aussi pour ce sens, en ce sens. Donc, on a vu surgir un problème épistémologique de théorie de la science qui s'est étalé publiquement. Alors, nous avons d'autres cas, la question du réchauffement climatique. La question de savoir si le nucléaire, c'est Satan ou si c'est le seul moyen d'avoir de l'électricité propre. Bon, tous ces débats-là sont des débats non seulement scientifiques, si je puis dire, mais c'est des débats institutionnels. Il y a du pouvoir et de l'argent en cause, et des carrières. Donc, quand je disais c'est une maladie non médicalisée, j'aurais dû dire non médicalisable. Alors, la conséquence est la suivante. Je cite ici, je tiens cette citation de Richard Virchow, un épidémiologiste allemand de la fin du XIXe siècle. Je tiens cette citation d'un bon petit livre, ils ne sont pas toujours bons, ils sont toujours petits, de mon petit camarade Bernard-Henri Lévy, Le virus qui rend fou. Je cite Virchow. Une épidémie est un phénomène social qui comporte quelques aspects médicaux et pas l'inverse. C'est pas un phénomène médical qui a des conséquences sociales, c'est l'inverse. Et on voit très bien ici que le phénomène n'est pas lié à la Covid pour les raisons que j'ai dites. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas la repérer, on ne sait pas lutter contre, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va. Mais le fait qu'on ne connaisse pas la chose augmente l'angoisse, ou plutôt transforme la peur en angoisse. Et là, ça a des conséquences sociales. Alors, la dernière de ces conséquences sociales, j'en suis toujours au premier point, l'ordre des corps, c'est que
cette maladie non médicalisable est devenue une maladie politique. Je veux dire, comme il est normal, il a fallu une prise de position politique puisqu'il ne peut pas y avoir de décision médicale. Et peut-être qu'une des erreurs qui s'est produite en France, ça a été de croire que c'était le système hospitalier, les médecins qui allaient régler ou nous diriger dans cette affaire. De fait, ce ne sont pas eux, ce sont les politiques qui ont pris le train en marche en étant dépassés non seulement par la Covid-19, mais par le fait que ça échappait aux médecins. C'était la dernière chose à laquelle ils pensaient. Ils disaient, nous avons calculé que le système hospitalier devait être assez fort pour encaisser la chose. Ce qui est vrai d'ailleurs. Il l'a encaissé. Mais il n'a pas encaissé la maladie pour autant. Il a encaissé la petite part des gens contaminés qu'il fallait hospitaliser et intuber. C'est un peu différent. Mais il n'était absolument pas en contrôle. On ne peut pas le reprocher parce que c'est une maladie non médicalisable. La maladie. Donc elle est devenue politique. C'est-à-dire que c'est une maladie politique en ce sens qu'il a fallu gérer les effets, non pas de la panique, mais de l'angoisse. Et de l'angoisse diffuse, irrationnelle, ce qui était normal, puisqu'on parlait d'un adversaire incontrôlé, non identifié, et, sur lequel on n'avait pas prise. Donc il était normal que l'on s'affole. Quand on ne voit pas l'adversaire, quand on ne connaît rien, on s'affole, on a raison. Donc cet affolement a été traité politiquement, ce qu'il fallait faire. Alors la question est de savoir si le confinement était la meilleure politique. C'était une décision politique, ce qui est très bien, qui a été prise sans doute trop tard, et qui a peut-être été élevée trop tôt, j'en sais rien, voire pas moi d'en décider, mais c'est une décision politique. Est-ce que c'était la bonne? Voilà le problème. Il y a des pays qui n'ont pas confiné comme nous, qui ont confiné en sélectionnant, si je puis dire, les gens qui étaient contaminés et en les séparant des gens qui n'étaient pas contaminés. Nous avons mis tout le monde dans des petits clusters familiaux ou dans des EHPAD où on pouvait diffuser le virus tranquillement entre soi. Donc ça a été une décision politique. Et on voit bien la dimension politique quand, à contrario, aux États-Unis, au Brésil et dans tous les pays qui ont décidé qu'eux, ils étaient immunisés naturellement parce que c'était des races supérieures ou des sociétés différentes. Bon. Ils morflent. Alors, aux États-Unis, ça va peut-être devenir très sérieux, puisqu'ils en sont à 60 000 contaminations par jour. Ils vont dépasser les 200 000 morts. Alors qu'ils ont commencé plus tard que nous, il y en a encore beaucoup qu'on peut contaminer, il n'y a pas de raison que ça s'arrête vite. Donc on voit à ce moment-là que ça devient politique, avec la nécessité pour les dirigeants politiques parfois de changer d'avis complètement, comme en Grande-Bretagne. Alors, dans le langage des journalistes, ce qui est toujours symptomatique, il est toujours faux, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, mais leur manière de ne pas savoir ce qu'ils disent permet, avec un correctif, de revenir à quelque chose qui a un sens. Donc c'est un problème, comme on dit, de politique de la santé. En fait, nous voyons bien que c'est un problème qui montre que la politique a beaucoup de mal à traiter de la santé. Il fallait prendre une décision politique, sans doute que souvent ce sont les mauvaises décisions. Par exemple, l'analogie a été faite, je la reprends. Mai-juin 2020, mai-juin 1940. Bon, il fallait prendre une décision politique au moment de l'effondrement du front. Est-ce que c'était l'armistice à tout prix ou est-ce que c'était d'aller à Alger? Bon. La question c'est de savoir est-ce que c'était le confinement brutal, sans explication et sans d'ailleurs moyen d'en faire quoi que ce soit, ou est-ce que c'était une autre décision politique? Peut-être qu'il n'y en avait pas, encore une fois, je ne sais pas. Mais heureusement, je ne suis pas en charge. Donc, la question se pose de savoir si le pouvoir politique, la classe politique, est capable d'avoir une politique de la santé. Mais pour avoir une politique de la santé, il faut que la politique soit elle-même en bonne santé.
Et donc ça a été une crise, non pas de la politique de la santé, mais une crise révélant la mauvaise santé de l'autorité politique. Alors ce n'est pas une surprise, puisque nous avons eu pendant le confinement 60% d'abstention au municipal, et ce n'est pas la première fois. Ça n'est pas une surprise, puisque chaque fois que le peuple vote quelque chose depuis 10 ou 20 ans, on ne tient pas compte de ce qu'il dit, ni sur l'Europe, ni sur autre chose. Bon, très bien. Ce n'est pas une découverte qu'il y a une mauvaise santé, une maladie du politique chez nous. Mais à l'occasion de cette crise de la politique de la santé, nous avons eu clair comme le jour que les politiques ont un pouvoir sur pas grand-chose, peut-être parce qu'il est très difficile de voir ce qui se passe. Mais il est clair qu'ils ne l'ont pas vu. Alors il s'ensuit, et c'est pour ça que nous sommes tous, et je pense que nous avons raison, que c'est une attitude civique qui nous honore et qui est la seule praticable, un scepticisme de bonne loi par rapport au discours des politiques sur ce sujet-là, comme sur tous les autres. Alors nous pouvons être sceptiques, il faut l'être modérément, avec sagesse. Il ne faut pas confondre les mensonges volontaires en Chine, aux États-Unis et dans tous les pays dominés par une idéologie, nationaliste ou communiste ou ce qu'on voudra, et les mensonges involontaires, les petites dissimulations dans les démocraties libérales, celles qui existent encore. Mais je veux dire, nous avons raison de rester très vigilants et imperturbables sur la véritable dimension dans l'ordre des corps de cette maladie, qui est la découverte patente de la mauvaise santé du politique. Alors ça, c'est la description de la maladie ou de la non-maladie au niveau visible, c'est-à-dire ce que Pascal appelle les corps, qui englobe les choses que l'on voit et le pouvoir qui les gère, qui essaie de gérer. Passons au deuxième ordre, qui est l'ordre des esprits, c'est-à-dire de ce qu'on peut en penser et de ce qu'on peut en comprendre et de ce qu'on peut en décider. Alors ici, il y a plusieurs paradoxes qui se sont imposés à nous à cause des circonstances. J'en relève, disons 4. Premièrement, il a fallu nous protéger. La santé avant tout, la santé passe par la sécurité passe par les gestes barrières. Bien. Les gestes barrières, se laver les mains toujours et ne pas se serrer les mains. C'est vrai qu'on peut avoir les mains moites, c'est juste. Et puis, le masque. Alors, c'est assez étrange, l'histoire de masque. Parce qu'il y a eu un débat, qui n'est toujours pas vraiment fini, sur le voile. Alors, le masque, on nous a dit, c'est inutile. Le voile, on nous disait, c'est très mal. Alors, je pense que le voile, c'est très mal, pour une raison sur laquelle je vais revenir. L'argument le plus fort à propos du voile, c'est un argument que reprennent les commerçants à propos du masque. On ne voit pas si nos clients sont contents ou pas. C'est-à-dire, le masque comme le voile sont une atteinte, en un sens, à la vie de la communauté sociale, politique, parce que ça diminue la possibilité de communiquer. Donc c'est un truc étrange. Et donc la réticence, que j'ai grande, je l'avoue, à l'égard du masque, est aussi celle-là. Outre qu'on respire beaucoup moins bien, et que ça fait de la buée dans les lunettes pour ceux qui ont des lunettes, c'est le fait qu'on ne sait pas à qui on parle. Et on ne sait pas exactement si les gens comprennent ou ne comprennent pas, etc. Donc, c'est la première remarque. C'est-à-dire d'un seul coup, il y a eu une diminution de l'immédiateté du rapport humain. Et le rapport humain, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi la manière de le dire, la manière de se comprendre sans le dire, etc., etc.
Donc notre capacité de communication a été diminuée brutalement. Moi, ça a été une des premières choses que j'ai remarquées. Et comme on ne peut pas tout dire, on ne peut pas se comprendre à demi-mot, la conséquence, c'est qu'on a tendance à se censurer. C'est-à-dire, avec le masque, on se sent quoi? On se sent, et c'est la deuxième caractéristique du masque, on se sent... est-ce qu'on est là pour se protéger ou pour protéger les autres? Alors, normalement, c'est pour protéger les autres, mais c'est aussi pour se protéger soi-même. Donc, la diminution de notre capacité à la communication implicite, sous-entendue, allusive, involontaire, qui est la vraie communication. Parce que quand on fait des grimaces, des clins d'œil, des rictus, on ment beaucoup moins que quand on parle. Donc, le masque, ça vous pousse à mentir, ou du moins à vous censurer, à diminuer les contacts sociaux. Et se pose la question qui se pose dans cette bande dessinée admirable qui donne un très grand traité de philosophie politique, le Schtroumpfissime, pour ceux qui l'ont lu. Dans le Schtroumpfissime, le grand Schtroumpf décide à un moment de construire une palissade autour du village Schtroumpf. Et c'est pour protéger les Schtroumpfs, des Schtroumpfs dissidents qui se sont cachés dans la forêt, qui pourraient mener une attaque. Et alors les Schtroumpfs, qui sont obligés de construire la palissade, se disent entre eux, est-ce que c'est pour nous protéger ou pour nous enfermer? Et évidemment, le masque vous pose cette question, est-ce que c'est parce que je dois me protéger des autres ou est-ce que c'est pour les protéger? Faire très attention, parce que, évidemment, c'est les deux à la fois. Mais alors, ça crée immédiatement un rapport, troisième rapport, très négatif avec autrui. Autrui, qui était avant le gars avec qui on prenait un café et une bière en face du pont, ou plutôt un vieux pont, ça devient quelqu'un qui est un danger potentiel, et qui me repère comme un danger potentiel. Donc la sociabilité d'un seul coup est extrêmement diminuée. On a un peu l'impression qu'on sort dans la rue, puis en plus il y avait des Ausweis pour sortir dans la rue, on ne pouvait pas franchir la ligne de démarcation, on se demandait toujours si le type qu'on voyait n'allait pas vous dénoncer à la commandanture, c'était un peu pénible. Donc cet effondrement de la communication sociale est un trauma réel, beaucoup plus dangereux, à mon avis, et durable, que le danger de contaminer effectivement quelqu'un. J'ai été très frappé que personne n'insiste là-dessus. C'est quand même énorme. Puis en plus, il y a eu les conséquences dans les couples qui ne pouvaient plus supporter au bout de quelques temps. Donc, se protéger, ne pas trop parler, se méfier, c'est un problème, un processus de discrimination et de ghettoisation. Ça, c'est la première conséquence dans l'ordre des esprits. Deuxième conséquence, c'est évidemment, ça se répète, le confinement. Le confinement est une deuxième discrimination qui, elle, est tout à fait étrange, parce qu'en principe, c'est pour qu'il n'y ait pas de contamination et de mise en sécurité. Mais comme on ne sait pas qui est infecté, on met ensemble des gens qui n'ont pas été testés. Donc, on se contamine, c'est possible, à l'intérieur de la petite communauté improvisée, soit qu'on est allé se planquer à la campagne, soit qu'on est resté à Paris, et on peut très bien se contaminer dans la famille ou dans l'immeuble. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, j'ai appris que dans les zones touristiques en Bretagne et sur la Côte d'Azur, où il y a une recrudescence de la circulation du virus, ça tient essentiellement aux réunions familiales. C'est pas les locaux, parce qu'eux, ils continuent à se... C'est les gens qui se retrouvent enfin, et qui font la fête, et ils ont bien raison, et c'est là qu'ils se contaminent. Donc c'est le cluster familial, c'est-à-dire en fait le confinement au niveau familial, qui produit la circulation du virus. Donc le confinement est une chose tout à fait étrange. Et les EHPAD, c'est scandaleux d'avoir empêché les gens,
de voir leurs enfants et leurs petits-enfants, de les avoir laissés mourir de tristesse ou simplement dans la solitude, mais c'est aussi criminel de les avoir confinés, gens infectés, on ne savait pas lesquels, gens non infectés, on ne savait pas lesquels. Donc, le confinement a été une répétition locale, dans un lieu, de l'effet pervers du masque. Donc, on assiste à une désocialisation très profonde. Et je pense que l'un des obstacles au retour à la normale, en particulier dans la société, dans la vie économique, c'est justement que cette désocialisation a été assez profonde. Et qu'on ne reviendra pas à l'état de communication spontanée, libre et très diversifié si rapidement. Ça prendra du temps. J'en viens donc maintenant au fond de la question. C'est ma troisième remarque dans l'ordre des esprits. C'est qu'on est arrivé à une contradiction qui est absolument insupportable et qui est toujours dans le message qui vient régulièrement interrompre les programmes de télévision en vous disant le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la je sais pas quoi, vous dit les gestes barrières, etc. Cette contradiction, c'est que être un bon citoyen français, plein d'altruisme et de dévotion à la liberté, l'égalité, la fraternité, son devoir consiste à ne pas sacrifier à la socialité. Le devoir moral, c'est en un sens de s'abstenir. Et de fait, nous ne nous serrons pas la main ou avec hésitation. De fait, nous osons à peine enlever le masque en tête-à-tête pour parler à quelqu'un. De fait, nous avons rendu l'altruisme fondamental du « bonjour, comment ça va ? Viens, on va boire un pot » impossible. Et c'est cela qui est l'attitude civique. C'est étrange. Liberté, limitée, égalité, naturellement pas, et fraternité le moins possible. Et c'est comme ça qu'on est un bon citoyen. Mais je ne dis pas que ce soit la faute du président de la République, hein. Je décris, vous allez tous éprouver ça comme moi. Alors, on va dire après tout, c'est un moment pénible à passer, mais tout le monde peut comprendre ça. Oui, d'accord. Mais, la philosophie, je vous en ai dit beaucoup de mal, souvent, la philosophie pendant des siècles a été incapable d'expliquer pourquoi nous entrons en relation avec un autre homme, une autre femme. Parce que le problème, c'est que l'humanité se définit par la pensée se définit par le jeu qu'il exerce. Donc en un sens, le seul qui pense, c'est moi. C'est vraiment l'expérience fondamentale que nous avons. Nous sommes, en tant que nous pensons et nous parlons. Bon, les autres, on admet bien qu'ils doivent être aussi des jeux qui parlent et qui pensent, donc des individus comme moi, mais en un deuxième temps, par analogie. Il faut qu'ils parlent, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'ils soient cohérents, c'est-à-dire qu'ils se comportent vis-à-vis des mêmes choses de la même manière que moi, ou à peu près. S'ils sont en désaccord avec moi, c'est sur la même chose, on peut discuter. Donc, il y a un raisonnement par analogie. Bon, c'est Husserl, j'ai dû en parler ici, qui, dans la 5e méditation cartésienne, a relancé cette idée fondamentale que c'est par analogie que nous admettons l'individualité d'autrui. Alors, cette analogie, elle est basée sur quoi ? Husserl écrit beaucoup de choses, et il emploie un mot allemand, la Paarung, qu'on traduit, c'est un peu comme l'accouplement. Alors évidemment, c'est pas seulement l'accouplement au sens sexuel du terme. C'est le fait qu'on entre en phase avec l'autre. On est sur la même longueur d'onde. Quand il fait un geste, je vois le geste qui correspond. Quand il dit quelque chose, je vois ce que je peux lui répondre, etc. Bon, allez. Au bout d'un certain temps, on devient copain comme cochon, on est des frères pour la vie, l'autre est un égo comme moi. Alors, ce processus, qui est le processus de l'amitié, de l'amour, mais simplement des rapports sociaux, ce processus qui va
de la brève de comptoir à l'amour d'une vie. Ce processus, évidemment, il est basé sur le fait que l'altruisme consiste à établir la fraternité et la sociabilité, et pas à la suspendre. Donc ce qui a été mis en jeu, et ce qui a été mis en route, c'est en quelque manière la suspension des conditions de l'intersubjectivité. Et ça, c'est très embêtant. Déjà qu'une intersubjectivité correcte, c'est pas si facile à réaliser. Vous pouvez vivre dans un village pendant 30 ans et connaître un quart du village et s'entendre avec la moitié de ce quart. Bon, ben c'est déjà pas mal. Donc, ce qui est en cause, c'est l'expérience pré-politique, infrapolitique de la sociabilité. Et quand le pouvoir politique nous dit, mais il n'a peut-être pas tort encore une fois, je ne cherche pas des responsables, surtout pas, qui nous dit que c'est en s'abstenant de sociabilité qu'on va rétablir les choses, c'est vraiment qu'on est à bout de munitions. Hein. C'est presque de vous dire, gardez la dernière cartouche pour vous. Donc, je pense que le fond de la question, on commence à l'atteindre à ce moment-là. Et alors, il y a une preuve, et c'est mon dernier point de la crise de la Covid dans l'ordre des esprits. C'est que ce qui est en cause, c'est, et ça s'est vu, c'est la conséquence de la crise de la sociabilité qui a été la crise de l'échange. Alors attention, c'est la crise économique qui vient, enfin qui a commencé, donc qui n'a pas de cause sanitaire au sens strict du terme, qui n'a pas de cause médicale et sanitaire au sens strict du terme. Elle est énorme, précisément parce qu'elle n'a pas de cause. Ou plutôt, elle a une cause qui est la destruction de l'échange. Alors, c'est quand même pas pour rien que les camionneurs sont devenus des héros, parce qu'ils nous ont permis de continuer à bouffer normalement. Les camionneurs et tous les gilets jaunes comparables. Pourquoi? Parce que eux assuraient de l'échange quand il n'y en avait plus, quand tout le monde était confiné. Et donc, vive le diesel. Mais la crise à laquelle nous assistons, comparée aux autres crises économiques, est tout à fait différente. Les crises économiques se classaient de la manière suivante. Ou bien vous aviez une crise de pénurie, une crise fragmentaire, comme on disait avant la Révolution, avec des gens qui stockaient, il y avait pas assez à manger pour tout le monde, on spéculait, etc. Crise de la rareté. Après, vous avez eu les crises analysées par Marx. Les crises industrielles qui sont des crises de surproduction. C'est-à-dire on produit trop, il n'y a plus de marché pour. Et après, il y a eu des crises financières. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'argent pour assurer la circulation des produits et les tractations. C'est la crise de 30. Et puis la crise de 2008. Ce sont des crises financières. Alors, nous avons ici une crise qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est pas une crise de pénurie, il y a du pétrole, il y a de quoi manger, pas de problème. C'est pas une crise de surproduction, au contraire, il faudrait qu'on reproduise plus. Et c'est pas une crise financière, d'un seul coup on a trouvé qu'on pouvait faire de l'argent autant qu'on voulait, maintenant on sait que 3% de Maastricht c'est une blague, etc. Bien. Je sais pas comment ils font, mais enfin, c'est pas mon problème. Alors c'est une crise de quoi? C'est une crise de l'échange. C'est-à-dire si les avions ne volent pas, et si l'industrie aéronautique est bloquée, 95% de non-chiffre d'affaires d'Air France pendant le Covid, 95%, et toutes les autres compagnies comme ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on peut diffuser le virus, j'allais dire qui n'existe pas, et qui tue presque personne, avec des voyages. Pourquoi il n'y a pas de foot, qui aurait quand même occupé les gens bien? Et demain il y aura la finale de la Coupe de France mais sans public, c'est quand même bien triste. C'est parce que il n'y a pas à cause du virus. Pourquoi est-ce que les églises qui sont déjà pas si pleines, il faut diviser par deux la fréquentation? Même motif. Donc à tous les niveaux, c'est l'échange qui est en cause. Et donc l'idée que, alors en plus il paraît que
le préservatif étant mis en honneur par le préservatif nasal, ça a des conséquences sur le préservatif lui-même, etc. C'est la disparition de l'échange, de l'intercourse, comme on dit en anglais. Alors ça, la disparition de l'échange lui-même, la suspension, la mise entre parenthèses de l'échange lui-même, c'est le point fondamental au niveau de l'esprit de cette crise. C'est la première fois que ça arrive, je crois, dans l'histoire. Ce qui est en cause, c'est notre capacité d'échange. C'est ça qui est suspecté. Vous pouvez tout faire à condition qu'il n'y ait pas d'échange. Que personne ne touche le même objet. À la limite, que personne ne respire la même atmosphère que le voisin. Alors ça, c'est dramatique. Ça, c'est effrayant. Mais, curieusement, on ne le dit pas. On devrait. Alors, passons maintenant... Alors, donc, oui, le problème du télétravail. Est-ce qu'une société industrielle, commerciale, peut fonctionner uniquement par télétravail? Ce serait le rêve pour tous les employeurs. Et puis, peut-être que, justement, le télétravail, c'est la disparition de l'activité sociale. Le téléenseignement, c'est la disparition de l'enseignement. J'en sais quelque chose. Donc, c'est ça qui est en cause. Alors évidemment, l'échange à tire-larigot, si je puis m'exprimer ainsi, tel qu'on le pratiquait dans la globalisation, n'est sans doute pas le modèle. Sans doute la multiplication des canaux de communication d'images n'est pas l'idéal, etc. Mais le problème de la nature de l'échange est posé. Et on n'est pas prêt de l'affronter. On n'est pas prêt de l'affronter. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on fasse des plans pour sauver les compagnies aériennes, la SNCF, les entreprises automobiles, etc., etc., sans remarquer que tout ceci est lié au statut de l'échange. On se demande à quoi ils pensent, les gars. Ben, pas ça, tout ce qu'on peut dire. Donc ils ne voient pas. Non, ce qui est vraiment effrayant, soyez entre nous, là je suis un peu polémique, je ne devrais sans doute pas l'être, c'est l'aveuglement des gens qui sont censés nous expliquer les choses. Et après ils s'étonnent qu'on ne les écoute pas. Il devrait dire, voilà le problème. Est-ce que nous devons prendre un risque de maintenir une certaine circulation du virus pour éviter la destruction du lien social? C'est ça la vraie question. On ne peut pas dire on va lutter contre le virus avec des mesures radicales et on va hâter la reprise. Bon. Alors passons au troisième niveau, celui des cœurs, c'est-à-dire de la volonté, des décisions rationnelles mais qui ne sont pas calculables, et éventuellement le péché, la charité. Bon, tout ceci, toute cette crise était évidemment une crise à propos de la mort. Et je ferai ceci en 3 points. La mort, ma mort et la maladie. Bon, la mort, on en a rarement, on en a parlé, et c'était le retour du refoulé. C'est-à-dire tout le monde a compris que c'était une question de vie ou de mort. Pas pour tout le monde. Enfin que, d'un seul coup, la possibilité de la mort était d'autant plus grande qu'il n'y avait pas de repère pour savoir si on était malade ou non, si on allait devoir être hospitalisé ou non, et si on allait s'en sortir ou non, puisqu'il n'y avait pas de remède. Donc, toutes les caractéristiques de non-médicalisation de cette maladie, qui peut, tangentiellement, 30 000 morts, être mortelle, faisait que la mort devenait possible, puisqu'elle avait, pour ainsi dire, pas de condition de possibilité identifiable, elle était toujours possible. Du coup, la mort dont on ne parle pas, que l'on met dans les EHPAD et dans l'incinération. Vous savez que maintenant l'incinération, il y a plus d'incinération que d'inhumation. Ce qui n'est pas tellement un signe que les gens ne croient pas à la résurrection des corps, parce que Dieu peut tout, y compris refaire des corps vivants avec des cendres. Mais le fait que
qu'ils ne veulent pas que ça laisse des traces. Il faut tout nettoyer. Bon, et d'ailleurs, dans le passé, on avait appris à tout nettoyer en brûlant. Donc, l'incinération, le fait qu'on meure à l'hôpital ou dans des EHPAD et pas chez soi, c'est-à-dire pas en public. Vous pouvez mourir, mais pas en public, c'est tout ce qu'on vous demande. Et que ce soit propre quand vous quitterez la chose. Donc, ceci a été mis en cause précisément parce que la maladie était potentiellement toujours mortelle, même si statistiquement elle ne l'était très peu. Et admettre que par retour du refoulé, la mort est apparue sous son véritable jour, c'est-à-dire comme une possibilité. Parce que la mort n'est pas un fait. Quand on y pense vraiment, c'est une possibilité. C'est-à-dire que n'importe qui parmi nous peut ne pas terminer cette conférence, moi compris. C'est toujours possible. Bon, la mort n'est pas le dernier événement de la vie, c'est la possibilité qui recouvre, si je puis dire, toute la durée de la vie. Et la Covid-19 l'a fait comprendre précisément parce elle n'a pas de condition de possibilité, donc elle est toujours possible. Donc ce retour du refoulé a été extrêmement violent parce que tout le monde a dit « pourquoi pas moi ?» Habituellement, on dit « il meurt, c'est normal, vu l'état dans lequel il était, c'est pas surprenant, et s'y attendait, tout le monde s'y attendait. » Là, tout le monde pouvait l'attraper sans savoir pourquoi, ni sans savoir même qu'on l'avait attrapé. À ce moment-là, vous vous dites « mais évidemment, il n'y a aucune raison que ça ne tombe pas sur moi. » Alors ça, c'est la redécouverte que dans la vie, le pronostic vital est toujours engagé, comme on dit. C'est-à-dire, le pronostic vital, il est toujours engagé dès que vous êtes né. Ou encore, que la vraie définition de la mort, c'est que c'est une maladie de naissance, maladie génétique, sexuellement transmissible et incurable. Oui, mais on passe votre temps à dire il y a des sites de rencontres pour les gens de plus de 50 ans, plus de 70 ans, il y a des vous pouvez avoir votre petit ascenseur chez vous pour monter les escaliers, vous voyez des types en pleine forme qui sur la pub prennent ce petit ascenseur. Vous avez des gens qui prennent du Viagra avec des pubs où les gars sont en pleine forme, tout le monde, etc. Donc je veux dire, l'idée qu'on nous vend, c'est que la vie n'est jamais le lieu de la possibilité de la mort. Encore une fois, avec ce concept incroyable d'assurance-vie. L'assurance-vie, à supposer qu'elle soit bien choisie, c'est une assurance sur la mort. C'est l'assurance sur la vie. Donc, ce mensonge institutionnalisé, qui dénie la mort, est, en quelque manière, balayé par cette crise. Enfin, chez des gens qui sont un peu lucides et qui ont le courage de penser ce qu'en fait ils pensent. Alors, ceci fait qu'il n'y a plus la mort, mais il y a ma mort. La mort n'est pas un phénomène statistique, j'ai commencé avec des statistiques et des chiffres, parce que quand on parle des morts, des proportions de morts, c'est toujours de la mort des autres. Le statisticien n'est jamais l'un des chiffres, l'un des items qui sont dans ces chiffres. Donc, on ne devrait dire jamais la mort, on devrait toujours dire ma mort. Alors, donc on peut dire un tel est mort de sa mort. Il est mort de sa mort, il n'est pas mort de la mort. Et nous mourrons de notre mort. Alors ça, c'est la mise au jour claire de ce que les bons philosophes disent depuis toujours, à savoir que nous avons une finitude qui est absolue, indépassable, une finitude dans l'espace et une finitude dans la pensée mentale et une finitude temporelle. Et la mort, c'est la finitude temporelle.
C'est-à-dire que la vie est toujours la vie en vue de la mort. Alors il y a la formule célèbre de Heidegger, l'être pour la mort, qui ne veut pas dire qu'il faut se suicider, mais dit que être pour un homme, pour un humain, c'est à ça qu'on le signale, les animaux peut-être, mais on ne sait pas trop, c'est quelqu'un qui, plus le temps passe, plus il voit qu'il va vers sa mort, et c'est comme ça qu'il comprend son temps. Le temps qu'il reste, le temps dont il faut faire un bon usage, la bonne mort, etc. Bon, ça, un être se reconnaît à son humanité à la façon dont il pense à sa mort. Et c'est pas, je ne peux pas penser mon être sans la possibilité inévitable, imprévisible et indépassable de la mort. On peut le dire autrement. Descartes disait, je pense donc je suis, il disait c'est vrai, mais seulement à chaque fois que je pense, aussi longtemps que je pense. Donc c'est temporalisé. Et donc si je ne pense pas, je ne suis plus. Alors la mort est un des cas où on ne pense plus. Du moins, selon notre expérience. Peut-être qu'on pense beaucoup plus à ce moment-là qu'on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Et il y a une autre formule qui consiste à dire sum moribundus. Alors pour ceux qui ont fait du latin, moribundus, c'est un adjectif verbal à nuance d'obligation. Je suis comme devant mourir. Ce qui est une bonne définition d'être. Pour un être humain, être, c'est être comme devant mourir. Il n'y a pas d'autre manière d'être un être humain. Ou alors vous êtes un imbécile. Et peut-être que certains animaux n'ont pas du tout conscience de mourir. C'est pourquoi il y a un écart entre l'homme et l'animal. Donc, nous découvrons que vivre, c'est être exposé à l'inconnaissable, à l'impossible, à l'imprévu. Et je dirais même, non seulement être exposé à cela, mais être exposé par cela, au sens photographique du terme. Quand vous êtes exposé à la lumière, ça impressionne le papier photographique. Maintenant, le papier photographique, mais enfin, en gros, c'est pareil. Vous êtes impressionné par la lumière. Ben, nous sommes impressionnés par la mort. Et donc, nous devenons peu à peu ce que nous sommes vraiment à la lumière de la possibilité de la mort. Donc, ce statut fait que la ligne de vie, vous savez, la ligne de vie, alors on a une longue ligne de vie, c'est-à-dire la ligne de vie est toujours brisée. La ligne de vie n'est jamais infinie, elle est toujours brisée. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de cela au cours de la vie de chacun, à moins d'être totalement obtus. Mais cette expérience de la Covid fait que là, c'était quand même bien clair. J'espère que ça le restera. Donc, nous découvrons que la vie elle-même est marquée du sceau de la mort comme de sa possibilité la plus profonde. C'est-à-dire que la vie est un arrivage. J'entends par arrivage ce mode d'être de l'événement qui fait que ça arrive, mais qu'on ne peut pas le prévoir, comme l'arrivage de la marée sur les Halles. Ça va arriver, mais on ne sait pas quand. C'est pas comme le train, ça n'arrive pas à date fixe. C'est un arrivage. Et cet arrivage, c'est ce que Rabelais a décrit en mourant. Après avoir pieusement fait tout ce qu'il fallait faire, il a dit maintenant, laissez-moi, je vais au-devant du grand peut-être. C'est bien. Alors, le grand peut-être, c'est peut-être, sûrement, non, le grand peut-être, voilà sûrement ce que la Covid-19 nous enseigne. D'où mon dernier point. Pascal était toujours malade, comme Proust. Il était malade très jeune, mais bon, très bien. À l'époque, quand on était malade, on avait peu de chance d'être soigné, on pouvait vaguement être prolongé, il ne fallait pas trop être soigné si on voulait être prolongé. Bien. Pascal était malade, et un jour où il était vraiment, vraiment très malade, il a écrit une prière pour le bon usage des maladies. Je ne saurais trop vous en conseiller la lecture. Et son argument, c'est que quand on est malade, on cesse de penser que la bonne santé, qui nous permet d'imaginer la vie indéfinie, que cette illusion disparaît.
Et donc tout son raisonnement, c'est de dire, 1, la maladie est l'état normal de la vie. L'état anormal, c'est la santé. Le silence des organes, comme on a dit. Et que donc, être malade de manière chronique, après tout, si on le sait, si on prend les bons médicaments, c'est une situation qui n'est pas... On ne devrait pas s'en plaindre. Ça veut dire qu'on est toujours en vie. Il ne faudrait pas en faire une maladie quand on est malade. Il faudrait dire on a bien de la chance de ne pas être malade jusqu'ici, et si on l'est, on va essayer de gérer ça le mieux possible. Le moteur fera bien encore quelques dizaines de milliers de kilomètres si je fais attention. Mais, en un deuxième temps, il dit l'intérêt de la maladie, c'est qu'elle nous met devant l'être pour la mort. C'est-à-dire, elle nous met dans une situation qui, de toute façon, se vérifiera. Alors, le bon usage, c'est pas seulement celui-là. Pour un chrétien, c'est de dire, quand j'éprouve la maladie, dans quel état est-ce que je suis ? Je suis dans l'état du Christ, car le Christ, non seulement il est mort dans les souffrances et peut-être des maladies, mais il est mort en portant la maladie du monde. C'est-à-dire, en particulier, l'injustice, le péché, le mal, la violence, etc. Donc, en un sens, c'est une chance pour moi, en étant un peu forcé physiquement, parce que j'en ai pas envie, de m'associer à la seule véritable aventure qui est le salut du monde. Donc il y a un bon usage de la Covid. Il y en a même plusieurs. Et le principal de ce bon usage, c'est de passer d'une angoisse à une espérance. C'est-à-dire, le Covid nous a affolés pour autant que nous n'en savons rien, que nous n'avons pas de prise dessus, et qu'en un sens, c'est un fantôme de maladie. Je ne dis pas une maladie qui n'existe pas, hein. Je dis c'est une étrange maladie, puisqu'en fait une maladie qui ne tue pas, mais qui produit de l'angoisse. À cette occasion, nous découvrons notre état angoissé, l'état profondément angoissé de nos sociétés qui voit le noyau de cohérence de ces sociétés, je veux dire la sociabilité, ce que dans des conférences précédentes j'appelais la fraternité ou la communion, être en question. C'est-à-dire c'est pas du tout comme dans des crises antérieures de la société française, dans l'entre-deux-guerres par exemple, où les gens pouvaient se donner l'illusion de se retrouver dans des idéologies comme le fascisme, le nationalisme, le communisme, il y avait de l'espoir, on allait tout changer, etc. Là, il n'y a pas d'idéologie, à moins d'être aussi stupide que les dirigeants chinois, il n'y a pas d'idéologie de rechange. Il faut vraiment être tout à fait bas de plafond pour s'imaginer qu'il y en a. Donc, nous voyons que nous posons la question sur quoi repose notre sociabilité. Et c'est une question, là, elle est sérieuse. Elle nous concerne tous. Évidemment, ça relativise évidemment le discours scientifique, ça relativise les capacités d'intervention du politique, et ça nous met face à la mort. C'est beaucoup. Nous y gagnons beaucoup. Voilà, c'est donc plein d'avenir que je vous remercie de votre patience et de votre audition.